As-tu déjà reçu des critiques et mon Dieu, que ça fait mal, même si tu sais que c'est normal de recevoir des critiques? Moi aussi, en fait, j'ai aujourd'hui envie d'explorer ça avec toi aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDH. Donc, on est aujourd'hui dans l'épisode 166 du podcast et je m'appelle Amélie Villiers, si tu me connais pas. Je suis coach et experte en comportement et en ce qui se passe dans ta tête quand tu as un TDAH. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'explorer un sujet avec toi que j'ai déjà exploré par le passé, mais que je vois en fait qui revient un peu comme un boomerang. C'est notre hypersensibilité au rejet, ou en fait, le terme officiel, c'est la dysphorie du rejet, qui est un sujet qui revient. Malheureusement, ça ne fait pas encore partie des critères diagnostiques. On verra si dans le DSM-6, ça en fait partie. Mais en fait, c'est une hypersensibilité au rejet. Et ce qui est suspecté, en fait, c'est que probablement que quand tu as un TDAH, tu nais avec un TDAH, donc tu n'es pas construit, dans le sens que c'est pas l'environnement dans lequel tu es qui fait que tu deviens TDAH, c'est vraiment, tu es fait comme ça génétiquement, tu es programmé différemment au niveau de ton système nerveux, au niveau de ton cerveau. Mais ce que ça fait, c'est que tu vas agir différemment des autres. Et en fait, il y a certaines études qui démontrent qu'un enfant qui est en troisième année, donc si tu es en Europe, ça serait l'équivalent de la CE2, en fait, assez jeune. On s'entend, là, troisième année, c'est vraiment jeune, c'est probablement autour de 8-9 ans. Tu vas avoir reçu 20 000 commentaires négatifs sur ta personne de plus qu'une personne dite neurotypique. Donc, c'est même pas 20 000 tout court, c'est 20 000 de plus. Donc, on parle déjà du principe, malheureusement, dans la société, on utilise énormément les commentaires négatifs pour, entre guillemets, encourager les gens à avoir des bons comportements. Mais bon, chez les enfants qui sont TDAH, ça va être encore pire. Que tu sois hyperactif ou que tu sois inattentif, plus dans mon profil, moi, je me faisais dire sans arrêt que j'étais dans la lune, que j'écoutais pas, que je pouvais... Ça m'arrivait de partir à rire alors qu'en fait, ça avait rien à voir avec... Parce que c'est ce qui se passait dans ma tête. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, tu sais, que la personne dit quelque chose, ça déclenche quelque chose dans ma tête, puis je me mets à rire, puis c'est totalement inadéquat, inapproprié. Oui, j'ai déjà ri à des funérailles. Donc, ça fait en sorte que tu te fais dire régulièrement, constamment, que ce que tu es, que ce que tu vis, que ce que tu ressens, que la façon d'être n'est pas adéquate. Et ça va t'amener à avoir une dysphorie du rejet. C'est pas 100% des cas, mais très, très présent chez les TDAH, donc une hypersensibilité du rejet. Et là, ce que ça fait, c'est que tu deviens, comme tu es hypersensible au rejet, tu as tendance à réagir comme on a un système nerveux qui fait en sorte que nos émotions, on les vit à 100%. Donc, quand tu perçois une possibilité de rejet, c'est même pas nécessairement un rejet, c'est vraiment une perception. Ça va t'amener à te sentir, avoir une réaction au niveau du cerveau qui va t'amener à te sentir complètement inadéquat, complètement rejeté, et tu vas avoir tendance à avoir comme une crise, en fait. Là, vraiment, c'est vraiment une crise. Moi, dans mon cas, c'est comme une crise. Je perds le contrôle de ce qui se passe dans ma tête. Je deviens pas une personne que j'aime être. OK? Et la seule façon, en général, de passer au travers, c'est d'aller me coucher, c'est de dormir. Donc, c'est la stratégie. En fait, j'ai découvert 2 stratégies qui me permettent vraiment de gérer ça. C'est d'aller me coucher. Donc, je vais faire une sieste. Ça m'aide comme à faire un reset, ou si c'est le soir, c'est d'aller me coucher. Et c'est de prendre une médication de type non psychostimulant. Ces médications-là ont un nom scientifique que je me souviens jamais. C'est les alpha. Attends un petit peu, je vais te trouver ça. Je suis vraiment pas bonne dans les noms. Ce genre d'affaires-là m'intéresse pas tant que ça. Les alpha 2A antagonistes. Donc, ces médicaments-là, je m'excuse pour ceux qui m'écoutent qui ont un petit peu plus le côté scientifique. Donc, les médicaments au Québec, ils vont être nommés, ça va être soit de la famille, soit le Strattera, l'Intunif ou le Bupropion. Donc, c'est des médicaments qui vont venir travailler spécifiquement là-dessus. Et là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas une personne qui peut te prescrire ou qui te recommande. Je te parle de la stratégie qui m'a aidé moi. Personnellement, je prends une médication de type non psychostimulant, et c'est sûr que ça s'installe pas tout de suite, mais j'observe que plus
je le prends sur une base régulière. Ça fait presque 4 ans maintenant que je prends cette médication-là. Plus je suis capable de constater que quand je vis des épisodes où je ressens du rejet, où je me sens très activée, je réagis moins fort et je suis plus facilement capable, et je mets le mot facilement ici, c'est bien important parce que ce n'est pas facile, c'est juste plus facilement capable d'appliquer la stratégie que j'utilise qui est d'aller me coucher. Parce que, tu sais, les conseils, ça va être genre, va prendre une marche, va faire de la respiration, va méditer, va t'entraîner. Ça, dans mon cas, ça ne fonctionne pas. La seule stratégie qui fait comme un reset au niveau de mon système nerveux, c'est d'aller me coucher, c'est d'aller dormir, OK? Et c'est de ne pas essayer de combattre ça. Puis là, en fait, la raison pourquoi j'ai envie de te parler de ça, c'est que dans la dernière semaine, j'ai vécu 2 situations, en fait, où j'ai senti du rejet. De un, j'ai reçu mon premier commentaire négatif pour le podcast et même si, je sais pas si cette personne m'écoute, puis je veux pas que tu te sentes mal, là, puis je t'attaque pas personnellement, t'as le droit de pas aimer mon podcast et t'as le droit de pas apprécier ce que je fais. Mais ce que j'ai fait, en fait, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que de l'avoir reçu, je suis capable de constater que par rapport au passé ou avant, en fait, de comprendre ce qui se passait dans mon cerveau, d'être mieux outillée, d'être bien médicamentée, j'aurais probablement tout simplement arrêté de produire le podcast. Donc, j'aurais juste tout simplement arrêté parce que j'aurais été pas capable d'encaisser, en fait, cette sensation-là. Maintenant, je suis plus capable de gérer ça et de me dire, ben écoute, tu sais, c'est correct, cette personne-là a le droit de ne pas apprécier mon podcast. Puis, tu sais, probablement qu'il y en a bien plus qu'une personne. Puis, sais-tu quoi? Je suis pas pour tout le monde et c'est tout à fait correct. Ma façon de travailler, c'est d'essayer d'expliquer ce qui se passe dans la tête d'une personne TDAH du point de vue d'une personne qui le vit et non pas d'un point de vue d'une clinicienne ou de quelqu'un qui observe. Et ça m'a amené à partager cet événement-là sur Facebook et c'est drôle parce que comme société, notre façon de réagir constitue à essayer de me rassurer. Ben voyons, Amélie, c'est bien intentionné, puis là, tu vas me dire, arrête de prendre le... Mais tu sais, les gens qui m'ont répondu m'ont dit que j'étais extraordinaire, que je les avais tellement aidé, puis c'est sûr que c'est le fun. Mais en fait, mon objectif de partager ça, ce n'était pas ça. Parce que sincèrement, quand tu es dans un épisode de rejet, quand tu es dans un épisode où tu es dysrégulé par rapport à tes émotions, parce que tu as ressenti du rejet, ça sert absolument à rien de faire ça. OK? Je suis pas en train de te dire de pas le faire. Ce que je te dis juste, c'est que, tu sais, c'est que ça va pas m'aider à mieux me sentir. Ça va pas m'aider à rationaliser parce que ce que je suis en train de vivre n'a rien à voir avec le rationnel. C'est une réaction de mon cerveau qui est hors de mon contrôle puis qui fait que, ben, j'ai de la difficulté à gérer ce trauma-là, cette sensation-là un peu d'être complètement invalidé, complètement rejeté. Et l'histoire, c'est que si tu m'écoutes puis que tu es un adulte, qui est fort probablement ton cas, c'est que tu as probablement appris à contrôler, à masquer. C'est ça nécessairement le contrôler, à le masquer. Donc, tu as probablement développé toutes sortes de stratégies pour arriver à masquer cette surcharge émotive-là. Une des stratégies que j'ai développées, moi, malheureusement, c'est de développer de l'anxiété sociale. Donc, ça paraît peut-être pas comme ça, mais je vais éviter les situations où je me sens à risque de probablement vivre ce genre d'affaires-là. Donc, j'ai développé de l'anxiété par rapport à ça. J'ai développé parce que, en fait, ce qui arrive, c'est que tu le sais pas quand ça va t'arriver, puis tu sais pas pourquoi tu vas te sentir comme ça. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Puis c'est ça qui rend ça extrêmement anxiogène, en fait. C'est le fait que je ne sais pas ce qui va déclencher ça. Puis en plus, si tu pars du principe que la TDAH, c'est génétique, donc il est fort probablement que tes parents, un de tes parents avait le TDAH et n'était pas du tout outillé pour gérer ces surcharges émotives-là. Et peut-être que toi-même, tes parents, et que tu as des enfants qui sont TDAH, parce que si toi, tu as un TDAH, c'est pas très possible que tu aies un de tes enfants en ait, et qui vivent avec cette même sensation-là. Et là, vous êtes comme 2 balles de ping-pong et vous triggerez entre vous deux, OK? Et là, ce que ça fait, c'est que quand tu es là-dedans, puis quand l'autre personne est là-dedans, quand toi, tu es là-dedans, ça devient complètement chaotique. Donc, comme je te dis, d'essayer de rassurer la personne,
sert pas à grand-chose. Je pense que la meilleure chose que tu peux faire, si jamais tu vis avec quelqu'un qui a ce genre de défi-là, c'est de la laisser parler, puis c'est de la supporter dans le processus. Parce que ce matin, j'ai écouté un podcast avec justement Bill Dodson, qui est la personne qui a commencé à parler en fait de la dysphorie du rejet. Il expliquait que la seule chose à faire, c'est de la laisser faire, de la laisser vivre la crise. Puis en fait, c'est drôle parce que c'est en l'écoutant que j'ai réalisé que, parce que il explique que pour beaucoup de monde, la majorité des situations consistent à aller se coucher. Quand ils se couchent, ben ça reset. C'est même ce matin, là, ça fait combien de temps que je connais le TDAH? C'est ce matin, en fait, que j'ai réalisé que c'est pour ça que quand je suis très, très, très dysrégulée, que je me couche, le lendemain matin, tout est correct. Je suis de bonne humeur, il n'y a pas de problème. Puis mon conjoint pourrait dire la même chose. Ce qui est un peu particulier parce que je peux comprendre pour lui que c'est extrêmement déstabilisant de dire la veille, tu sais, elle voit rouge, elle est complètement incapable de gérer ses émotions, puis là, le matin, elle se lève, puis il n'y a plus rien. Mais maintenant que je le sais, je suis capable, comme je te dis, de m'outiller et d'essayer de me supporter. Puis, tu sais, je dirais pas à mon conjoint, peux-tu venir te coucher? Je dirais pas de me dire ça parce que probablement que ça va empirer ma sensation. Parce que ce qui arrive quand t'es dans ta dysphorie, c'est que si quelqu'un dit quelque chose qui t'invalide, ça va juste l'exacerber. Fait que c'est pour ça que je te dis que d'essayer de me rassurer, ça donne pas grand-chose. Je pense que c'est juste de m'écouter ou de t'écouter et d'accepter de laisser la crise passer. Un peu comme quand tu vas accompagner un enfant de 2 ans qui veut pas mettre sa paire de bas le matin. Ça donne pas nécessairement grand-chose d'essayer de juste pousser dans la crise. Il faut laisser la crise se faire. Et là, en fait, cet épisode-là, où j'ai reçu ce premier commentaire-là, c'était pas si pire. je l'ai quand même bien géré. Mais en fin de semaine, ça a été beaucoup plus difficile. En fin de semaine, j'ai pris la décision d'aller me faire repercer le nombril. Quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans, j'ai eu le nombril percé. Et quand j'ai eu ma première fille, j'ai retiré mon anneau, mon piercing, en fait, parce que c'est pas super compatible une grossesse avec un anneau. Peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils l'ont fait, mais moi, j'ai pris la décision et je n'ai jamais remis de piercing après ça. Et là, maintenant, je me suis dit, c'est quoi, j'aimerais ça parce que je l'ai pas enlevé parce que j'aimais plus ça, j'ai juste enlevé parce que j'avais peur que ça déchire, puis parce qu'il y avait un côté pratique et tout le kit. Donc, ça m'a pris probablement des années prendre cette décision-là. Donc, pour vrai, là, ça fait vraiment longtemps que j'y pense, puis que je trouve ça, tu sais, j'ai envie de le faire, mais c'est difficile. Et là, cette fin de semaine, j'ai dit à mon conjoint, hey, est-ce que ça tenterait de m'accompagner? J'aimerais essayer d'aller. Puis oui, il n'y a pas de problème. Fait que j'ai pris rendez-vous et je suis arrivée là-bas. La personne m'a dit, ben écoute, il faut que je vérifie ton anatomie avant de pouvoir faire ton piercing. Et j'ai montré mon nombril et cette personne-là m'a carrément dit, moi, je te perce pas aujourd'hui parce que tu as la peau trop molle. Et je suis partie du principe que cette personne-là, tu sais, je pense quand même que cette personne-là était bien intentionnée au sens qu'elle ne voulait pas me percer puis que je me retrouve dans une situation où le perçage allait être un échec puis que j'allais être plus insatisfaite. Puis je pense que, tu sais, en rétrospective, je suis capable d'apprécier ça. C'est quelque chose que je trouve très, très, même très correct parce qu'elle, enfin, elle a perdu de l'argent, là, en me disant ça. Tu sais, elle aurait pu juste me percer, encaisser l'argent puis se dire, ben, elle se débrouillera. Mais ça est venu me chercher. Et ça a été très, très, très difficile pour moi de passer au travers. Pour moi, j'ai un rapport avec mon corps qui est difficile. Comme je l'ai souvent dit, j'ai un bac en kinésiologie, mais je me suis toujours fait dire tout le long de ma carrière en tant que sauveteur, moniteur, coach, entraîneur, j'ai travaillé plus de 10 ans dans le domaine de l'entraînement. Je me suis toujours fait dire que j'étais pas suffisamment fit, entre guillemets, pas suffisamment... mon corps n'était pas suffisamment correspondant aux standards du milieu du fitness. OK? Puis je fais très attention en choisissant mes mots. Ça fait... Imagine,
Ça fait depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 44, que je me suis fait dire à chaque fois que j'ai travaillé dans ce domaine-là que mon corps ne fait pas la job. Personnellement, j'ai passé, hey, je m'énerve avec mon tic de dire personnellement, je suis désolée. J'ai passé une grande partie de ma vie adulte à ne pas aimer mon corps, à avoir des diètes restrictives, à avoir des problématiques de santé divers, à passer d'une période où j'étais capable d'être extrêmement restrictive sur mon alimentation, entre guillemets, extrêmement intense dans mes entraînements, qui me permettait effectivement de perdre du poids. Et là, je recevais des commentaires comme quoi que wow, t'es donc bien belle, t'es donc bien inspirante, t'es donc bien ci, t'es donc bien ça. J'ai eu ça pendant toutes les années où j'ai travaillé dans les gyms. J'ai eu ça aussi quand j'ai eu mon gym de CrossFit. Je me suis fait dire au départ que c'était impossible que j'étais une bonne entraîneur parce que j'avais pas le look de l'emploi. OK? Et c'est un sujet qui est difficile pour moi. Et parce que je pense que c'est encore comme ça socialement, parce que c'est difficile quand tu passes autant d'années à te faire dire que ton corps n'est pas adéquat, c'est pas si facile que ça d'aimer son corps, OK? Et je sais très bien que ma façon de percevoir mon corps n'est pas adéquate. Tu sais, j'ai pas vraiment de problème au niveau du poids. C'est juste que je ne corresponds pas à ce que tu vas t'imaginer comme un entraîneur où la personne a un pourcentage de gras d'environ 10 à 12%. Je corresponds pas à ça. Et sais-tu quoi? La réalité, c'est que je sais ce que ça prend pour être comme ça. Et j'ai absolument pas envie de faire ça parce que pour moi, la raison pourquoi je m'intéresse à l'entraînement, la raison pourquoi je m'intéresse aux habitudes de vie, la raison pourquoi je m'intéresse à l'alimentation, ça n'a rien à voir avec correspondre à un esthétique X. Ça a beaucoup plus rapport avec comment je me sens dans mon corps. Est-ce que je peux faire ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je suis capable de pratiquer les activités que j'aime? Est-ce que je suis capable est-ce que je peux vieillir en santé le plus longtemps possible de façon autonome? Donc, ça a beaucoup plus rapport avec cet aspect-là que l'aspect esthétique. Mais le domaine dans lequel je travaille, surtout même en même temps aujourd'hui, même si je suis pas, je travaille plus nécessairement en tant que coach d'entraînement. J'aime pas tant que ça faire de la programmation d'entraînement. Je me retrouve avec la situation où je suis quand même jugée sur mon apparence. OK? Et ce qu'on va considérer comme inspirant, c'est quelqu'un qui correspond aux critères sociaux de ce qu'on considère, entre guillemets, comme étant en santé. Moi, je peux dire, pour avoir travaillé dans ce domaine-là, pour avoir été en contact avec beaucoup de monde, de un, il y a le facteur génétique qui est souvent, ben, la génétique, c'est très hors de notre contrôle, mais pour atteindre ces objectifs-là, en général, il y a des pratiques très douteuses que je recommande pas, puis que je pense pas qu'il est une bonne idée de faire. Mais bref, tout ça pour vraiment un gros détour mental, je suis désolée. Mais en fait, tout ça pour mettre en place le fait que quand je reçois un commentaire sur mon corps de ce type-là, même si ce commentaire-là, entre guillemets, était bien intentionné, la personne ne voulait pas me vendre quelque chose qui n'allait pas fonctionner, ça a été extrêmement difficile à recevoir. Et là, j'étais dans un magasin, mon conjoint n'était pas là, il était parti reconduire notre fils, puis il allait revenir. Et j'avais très hâte, en fait, tu sais, je l'avais même dit à mes filles, ah, je vais y aller, tout ça. Puis là, je me fais dire que mon corps n'est pas adéquat. Je me fais dire que la seule façon de régler le problème, il faut que j'aille en chirurgie, ce que j'ai pas du tout l'intention d'aller faire, et parce que pour plein de raisons. Et je sais que là, je vais ressortir de là sans ce que je viens chercher en réalité. Et là, ça a déclenché une crise de rejet en fait, que je n'ai pas vu venir. Parce que je m'attendais tellement pas à ça. Et une des stratégies que j'ai développées, ça a été d'essayer d'être perfectionniste. Une des stratégies qu'on peut développer comme TDAH pour essayer de se protéger de cette sensation-là, c'est d'essayer de faire les choses parfaitement. Et
dans le fond, ce qui a déclenché l'idée que j'allais me faire percer, ça a été que j'ai récemment perdu un petit peu de poids, puis j'étais fière de ce que je me disais, puis j'ai retrouvé un ventre plus plat, j'étais fière, puis je pensais que ça allait être, entre guillemets, assez, OK? Pour me... Parce que je pensais même pas qu'il y avait un processus de qualification. Et j'ai encaissé ça dans la boutique, je suis repartie, et là, j'étais prise avec cette émotion-là. Puis tu sais, c'est comme un peu... Je sais que pour une personne qui est neurotypique, en tout cas, je me doute que pour une personne qui est neurotypique, c'est sans importance. Puis peut-être que c'est un sujet qui te touche absolument pas, que toi, tu aurais reçu ce genre de commentaire-là, puis ça t'aurait coulé dessus comme sur le dos d'un canard, c'est comme de l'eau sur le dos d'un canard. Mais la réalité, c'est que moi, personnellement, c'est un sujet qui est difficile pour moi, puis je me doute que je l'ai pour quand même pas mal de personnes, parce que sinon, ben, on arrêterait de parler de l'apparence des autres. Mais en fait, ça a été dur à encaisser. Et j'ai passé un samedi soir de merde. Vraiment. Ça a été... Je me suis complètement refermée sur moi-même. J'ai pas arrêté d'être en interaction, mais je me suis refermée sur moi-même, puis ben, j'ai juste laissé la crise se faire. Puis là où je voulais en venir avec ça, c'est qu'en fait, je pense que même si la médication, puis que tu fais le choix de prendre la médication, aide, ça ne protège pas contre ce genre de situation-là. Ça ne protège pas contre les gens qui sont pas nécessairement délicats. Puis en même temps, l'objectif, c'est pas non plus de remettre la faute dans les mains de l'autre. Comme je disais, je pense pas que la personne était irrespectueuse. Je pense pas qu'elle était volontairement en train de me juger. Je pense pas qu'elle voulait me faire de la peine ou elle voulait me rejeter. Je pense absolument pas ça de cette personne-là. Je pense que c'est correct ce qu'elle a fait. C'est moi qui l'ai reçu comme quelque chose de difficile. Mais la réalité, c'est pas non plus de dire que les autres doivent s'adapter à nous, parce que c'est impossible. On peut pas demander aux autres de vivre en marchant sur des coquilles d'œufs parce qu'on est fragile dans notre perception du rejet. C'est à nous de s'outiller. Puis c'est pour ça que je t'amène ça, c'est qu'en fait, tu vas toujours en vivre des crises comme ça, puis ça va arriver de façon soudaine et imprévisible. C'est ce qui fait que ça fait peur. C'est ce qui fait que ça rend ça aussi difficile à gérer. Mais ce que je te dirais, ça se fait apprendre à mieux gérer ça. Donc, tu sais, contrairement à ce que j'aurais fait avant, parce que là, j'étais super déclenchée quand c'est arrivé, par le passé, je me serais probablement retournée contre mon conjoint, ou j'aurais crié, ou j'aurais eu une réaction que lui n'est pas capable de comprendre, parce que d'un, il comprend pas trop pourquoi c'est aussi difficile pour moi. Mais en fait, parce que tu dans l'orientation, qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Puis, je te dirais que d'apprendre à reconnaître ce qui peut déclencher quelque chose, d'aller chercher de l'aide. Puis là, je vais te recommander une chose, la thérapie de type EMDR fonctionnerait très bien pour ça, OK? Donc, c'est une thérapie qui aide à diminuer notre hyperactivité. Ça fait partie des thérapies qui sont suggérées pour aider à gérer ça. Explorer potentiellement la médication si c'est une option pour toi. Apprendre à reconnaître les signes. Tu sais que ça va faire partie du parcours. Aller te coucher. Pour vraiment, aller me coucher, c'est magique. En général, ça reset mon cerveau. Donc, aller faire une sieste. Puis, petit truc ici que je donne, moi, je m'endors souvent devant la télé. Donc, je mets la télé pas fort et je m'endors. Puis, ça me permet de pas dormir trop longtemps, mais ça me permet d'aller chercher cette sensation-là où je fais comme un reset dans mon cerveau. Puis, je suis capable de continuer sans traîner ça avec moi pour le reste de la journée. Que les gens ne te rassurent pas. Tu n'as pas besoin d'être rassuré quand tu es là-dedans, parce que tu n'es pas du tout dans un état d'esprit pour être capable de recevoir la rassurance. Après, oui, tu sais, c'est sûr que j'apprécie énormément les gens qui ont pris le temps sur Facebook de venir me dire qu'ils me trouvaient vraiment bonne et que je les aidais. Je vous remercie. Chacune d'elles, c'est extraordinaire ce que vous avez fait. Mais sur le coup, ça sert à pas grand-chose. Mon cerveau n'est pas disponible pour ça. Ne pas m'invalider.
se faire invalider par quelqu'un, ça va exacerber ce sentiment-là. Surtout, je te dirais, n'agis pas là-dessus. J'ai déjà parlé de l'histoire où je me suis sentie un peu comme ça chez la dentiste, je crois. Peut-être que oui, peut-être que non. Des fois, je me perds dans ce que je vous dis. Mais en fait, je me suis fait passer un commentaire par l'hygiéniste dentaire que j'ai trouvé difficile à recevoir. Puis en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas réagi. Par le passé, j'aurais probablement réagi. Mais sais-tu quoi? J'ai pris le temps de décanter et je suis retournée une fois suivante et j'en ai parlé avec la dentiste puis je lui ai dit, tu sais, écoute, c'est pas agréable de recevoir ça comme ça. Puis la personne me remercie d'être allée la voir. J'ai pas agi sur le coup parce que si tu réagis sur le coup, ça va sortir tout croche. OK? Donc, protège-toi de toi-même. Donc, c'est correct d'aller t'isoler. C'est correct de dire à ton conjoint ou à tes enfants, quand je suis dans cet état-là, moi vivre ma crise. Je serais pas une bonne personne, je serais pas quand je dis ça, je dis pas que tu pas une bonne personne, mais je serais pas fine, puis c'est pas volontaire. Puis même ce que je vais te dire, c'est même pas ce que je ressens. C'est juste qu'en ce moment, je suis tellement blessée que je suis pas capable de réagir autrement. Donc, c'est ça que je voulais t'amener aujourd'hui, c'est que j'ai pas nécessairement de solution si la stratégie A, B, C, D, parce que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est d'aller chercher des différents outils. Je pense que c'est d'aller chercher de l'aide. Je pense que c'est aussi d'apprendre à reconnaître que malheureusement, la dysphorie du rejet t'a affecté énormément et que tu as développé toutes sortes de mécanismes, dont le perfectionnisme, dont le people pleasing. C'est dégueulasse, le people pleasing. Ce qui fait que la majorité des gens que je rencontre, en fait, ne savent pas ce qu'ils veulent. Les gens qui viennent me voir, viennent me voir en me disant je ne veux plus être X, Y, Z parce que ça dérange les autres. Mais en fait, ils savent pas du tout ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qui est important pour eux. Ils savent pas où ils veulent aller. Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est d'essayer d'être ce que les autres veulent qu'ils soient. Parce que tu as passé ta vie à te faire dire que ce que tu étais n'était pas adéquat. Donc, de laisser de la place à essayer de comprendre qui tu es, pas comment tu peux être plus que les autres veulent. Qui es-tu toi? Comme qui es-tu quand tu te sens aligné avec toi, quand tu te sens confiant, confiante en tes capacités, en ce que tu aimes, quand tu découvres quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui es-tu, qui veux-tu être, qui, qu'est-ce que tu veux vivre? C'est beaucoup plus important que comment faire en sorte que les autres arrêtent de me dire que je suis pas correcte, parce que la réalité, c'est que avoir un TDAH, c'est tu nais avec, tu meurs avec, puis entre les deux, on fait de notre mieux. Et ça change, tu ne peux pas être neurotypique, même si tu prends de la médication, même si tu prends toutes sortes d'accompagnements, tu ne pourras jamais être neurotypique. Mais en même temps, c'est ce qui peut faire que si ça te donne la possibilité d'essayer de t'explorer puis de comprendre qui t'es au travers de tout ça, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux faire, je te dirais que c'est ça qui est la meilleure des stratégies pour apprendre à bien vivre avec le TDAH. C'est pas d'essayer d'être ce que les autres veulent que tu sois. Oui, c'est important de se responsabiliser par rapport à ti si tu es systématiquement encore en retard puis que c'est vraiment quelque chose qui irrite énormément les gens autour de toi. Oui, c'est de ta responsabilité de trouver des stratégies pour être à l'heure. Par contre, peut-être que d'avoir un emploi où tu dois régulièrement être à des heures précises à quelque part, c'est peut-être pas une bonne option pour toi. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais c'est à explorer. Donc, j'espère que cet épisode-là, en fait, t'a aidé de un à te sentir moins isolé si tu vis ça, ce genre d'épisode-là, si tu vis cette sensation-là de complètement perdre le contrôle, d'avoir reçu comme un coup de poing dans le ventre, puis que tu deviens la pire version de toi-même. Je te rassure, je le vis aussi. Je te rassure, il y a de l'aide pour ça. Est-ce que ça va complètement l'éliminer? Absolument pas. Mais je pense que tu peux apprendre à t'outiller. Je pense que tu peux apprendre à te sentir mieux avec ça. Puis je pense que tu peux aussi apprendre à te détacher du fait que dans la réalité, tu es une personne extraordinaire puis tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres. Il y a sûrement quelqu'un qui va
t'aimer comme tu es. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode-là te parle. J'espère, si tu l'as aimé, je t'invite à le partager. Je t'invite à me laisser des étoiles sur Spotify. Je t'invite à me laisser des commentaires. Si tu l'as pas aimé, c'est correct. Je t'inviterai pas à me laisser des commentaires, mais c'est correct. Tu as le droit de pas aimer ça. Puis, si tu veux explorer un peu plus comment tu fonctionnes, ça va me faire plaisir. Tu peux venir sur mon site internet amelieléveillé.com, pardon. N'oublie pas qu'il y a des outils gratuits sur mon site web et que tu peux aussi participer au membership Momentum TDAH qui t'aide à passer à l'action en gang. Donc voilà, sur ça, je te souhaite une très belle semaine.